Bonjour à tous, merci d'écouter Envol 91 FM. Vous allez suivre maintenant Musique Info. Aujourd'hui, nous partons à la découverte des îles Comores, cet archipel volcanique situé dans l'océan Indien. Sur le plan géographique, c'est l'un des plus petits pays d'Afrique. Mais les Comores regorgent de talent et c'est l'un d'eux que nous recevons ce midi. Rahim Elad Ahamada, surnommé le parolier du Kartala, un nom qui s'élève comme une promesse, un cri poétique échappé d'un cratère. Il slame pour les siens, pour ceux qu'on oublie, pour les mémoires en exil et les silences qui résonnent. Ne quittez pas, l'on revient tout de suite après cette pause. Bienvenue. Et bon voyage. C'est dans le feu des mots que ma plume s'aiguise. Et dans la mêlée, je les mélange, les manie à ma guise. Et puisque les lettres ne seraient que des vulgaires signes s'ils n'étaient pas reliés, c'est en les liant à ma voix qu'ils ont fait naître à moi le parolier par les mots, car les mots parlent. Et avant de retrouver la beauté de mes îles, je le cherchais partout dans les îles de Saloum et les couchers de soleil de Saint-Louis. J'ai senti la chaleur me gifler à Kaoulak. Et de longues branches d'arbres m'ont fait de l'ombre en Casamance. Repose en paix, Alpha, Alpha, Alpha. Et entre l'art et les cours, entre la plume et le stylo, entre les lignes et les mots, entre le chantier et la scène, je garde cette place précieuse pour toi. Si ma plume écorche la vérité, à Mandela, je ne parle que de Patrice Lumumba et de Nelson Mandela. Et si je crie haut et fort, c'est parce qu'ici-bas, il y a trop de mal qu'on hisse. Et pour la liberté de l'homme noir, j'ai vu la résistance de Rosa. Et j'ai vu mourir Malcolm X. Et l'histoire témoigne qu'il n'était pas seul Martin Luther. Comme annoncé, le parolier du Kartala, il est avec nous. Le micro est ouvert comme un volcan en éveil. Bonjour Rahim, bienvenue à Musique Info. Bonjour, merci beaucoup. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les îles Comores, est-ce que vous pouvez nous présenter quelle est la particularité de cet archipel? De sa cachette. Ah, c'est les étoiles les plus proches de la Lune. C'est-à-dire? C'est ça la particularité. En fait, les îles Comores, c'est un archipel de 4 îles situées entre la grande île de Madagascar et les côtes est de l'Afrique. On a notre nom, on nous appelle les îles de la Lune. Ce sont des îles paradisiaques, je veux dire ça. C'est un lieu vraiment très, 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 très touristique. Il faut venir pour voir, il faut venir pour y croire. Merci pour l'invitation. L'invitation est également lancée à nos auditeurs. Il faut vraiment venir pour voir. Bon, c'est un archipel francophone, comme tu l'entends. On a aussi notre langue nationale qui est le Shikomori, qui est une langue bantou. On a des plus belles plages. Des plus belles plages, on a une diversité culturelle parce que c'est un peuple métissé entre les Bantous, les Arabes, le Golfe Persique et aussi un petit touche portugaise. Donc c'est vraiment, on a un riche patrimoine culturel, que ce soit matériel ou immatériel. Donc c'est vraiment une destination à venir. Hein. Et comme on nous dit, c'est les îles de la Lune, c'est les étoiles les plus proches de la Lune et c'est le futur. Donc les Comores, c'est le futur. Vous parlez aussi l'arabe? Ouais, je parle arabe. On parle arabe ici. On lit arabe surtout. Ça fait partie de notre éducation, de nos valeurs. Après, quand tu arrives à 5-6 ans, on t'envoie à l'école coranique, là où tu apprends
l'arabe, à lire et à écrire l'arabe, et aussi le Coran et les principes de valeur de la religion, culture, culte et tout ce qui va avec. Et parallèlement, tu rentres à l'école, à la maternelle, quoi. Et après, tu suis ton parcours scolaire. Il y a une majeure partie, comme moi j'en fais partie, j'ai suivi deux parcours scolaires, arabe et français. Voilà, mais il y en a d'autres qui ont fait que le français et d'autres que arabe. Il y en a qui arrivent à mixer les deux. Ça dépend des influences. Et comme on est un peu plus métissé, il y a ceux qui ont des origines arabes, qui voient que c'est mieux que leurs enfants ou que leur famille aient une connaissance de quelques mots de la langue arabe. Il y en a qui ont des origines bantoues, mais qui, comme on est des musulmans, donc il faut lire le Coran, et le Coran c'est à l'arabe. Donc voilà, c'est un peu, c'est mélangé. Donc on dit notre langue maternelle c'est le français, et langue maternelle c'est le shikomori. Langue administrative c'est le français et un peu l'arabe. Voilà. Vous avez souligné, c'est un peuple bantou. Est-ce que vous sentez aux îles Comores africains? Ah oui, on se sent africain, on est fiers. Ok. On dit on fait partie on a adhéré à toutes les organisations de l'Afrique, que ce soit l'Union africaine, l'UA et tout ce qui va avec. On a même présidé l'Union africaine. Ah oui. Alors, voilà, et c'est un plaisir de vous accueillir ici à Musique Info sur Envol 91 FM. Expliquez-nous comment cet amour pour l'islam, comment vous l'avez découvert? Est-ce qu'il s'agit d'un coup de foudre ou expliquez-nous comment ça s'est passé, votre rencontre avec l'islam? Alors, comme tout peuple africain, c'est un peuple de l'oralité. Donc toutes nos valeurs, nos cultures et tout ça, elles sont transmises à voix orale, de génération en génération. Donc j'étais bercé par l'oralité en général. Et en grandissant avec les activités qu'on faisait dans les écoles, que ce soit coranique ou bien l'école, comme on dit, l'école des Blancs, comme on dit. Il y avait les activités de théâtre, de poésie, de contes. Et moi, je me rappelle bien avant, mais ça, c'est des valeurs qui se perdent malheureusement. Mais avant d'aller dormir, toute la famille, parce que si on vit en famille. On vit en famille, c'est un peuple où tout le monde vit ensemble, comme la plupart des peuples africains. Les cousins et les cousines, on connaît pas, on dit frères et sœurs parce qu'on vit tous dans la même cour. Et avant de dormir, il y avait des séances de contes. Donc j'étais vraiment bercé par l'oralité, que ce soit par les chants, les berceuses ou bien les contes. Et en grandissant, j'ai grandi avec l'envie de parler et de raconter aussi. Donc j'ai commencé par le théâtre et jusqu'à un beau jour, j'ai vu quelqu'un faire du slam. Moi-même, je ne savais pas c'était quoi. C'était en 2011, je me trompe pas, 11-12. Je savais même pas c'était quoi, donc je demande c'est quoi. Moi, je pensais que c'était du théâtre monologue parce que je connaissais un peu les règles et les bases du théâtre. Après, il m'a dit non, c'est du slam. J'ai dit ah ouais, c'est quoi la différence entre ça et le théâtre monologue? Il m'a expliqué un peu le slam. Il m'a donné des références des slameurs pour aller écouter. Et c'est la liberté qu'offre cet art, qui est le slam, qui m'a vraiment attiré. De toute manière que tu peux fredonner si tu veux, tu peux chanter quand tu veux, tu peux écrire avec des rimes ou pas, tu veux faire tout ce que tu veux. Parce que nous, on dit la première règle du slam, c'est qu'il n'y a pas de règle. Donc, c'est cette liberté d'expression qui m'a vraiment attiré. Et donc, j'ai switché du théâtre au slam. J'ai commencé à apprendre des contes, de raconter des contes sur scène et de faire genre comme c'était du slam. Et avec le temps, j'ai appris à écrire mes textes petit à petit et après, voilà, m'inspirer de la réalité. Et depuis, c'est le grand amour, hein? Ouais, depuis, c'est le grand amour, voilà. Depuis, c'est le grand amour. Alors... Donc, je pratique depuis plus de 10 ans aujourd'hui, parce que ça fait depuis 2013. 2013, ma première scène, en 2013. Et ça fait à peu près
10-12 ans que je suis dans ce milieu que j'aime tant, que tous les jours je découvre pas mal de choses. Ouais. Alors, on vous surnomme le parolier du Karthala. Je rappelle que le Karthala, c'est un volcan, je ne sais pas si c'est dormant aux îles Comores. Expliquez-nous comment le volcan Karthala est présent dans votre imaginaire artistique. Alors, pourquoi le parolier du Karthala? Le Karthala, c'est un volcan, comme tu l'as dit. Et donc, tu sais, un volcan, c'est des mots lourds, des mots qui pèsent, des mots qui parlent de la vérité, qui choquent de temps en temps. Donc, quand on dit ça, on dit t'envoie du feu. Et je prends le feu comme le Karthala, volcan. Donc, c'est là où c'est caractérisé, le Karthala. Mais à part ça, là où vient vraiment le nom, le Karthala, à part que c'est un volcan, mais c'est le point culminant des îles. Mm-hmm. Et nous ici, on a des proverbes. Par exemple, si tu veux quelque chose que tout le monde a apprécié et que ça a marqué tous les esprits, on a un proverbe comorien qui dit Ubahansa hayam limaju. Ce qui veut dire, t'as mis, Nsahaya c'est le truc là, la chaux. Mm-hmm. On dit t'as mis la chaux au sommet, au plus haut sommet de la montagne. Ça veut dire c'est un truc blanc. Quand tu es au plus haut sommet de la montagne, partout où tu es, tu vois le truc blanc qui est dans la montagne, qui est sur la montagne. À peu près ça. Et ça, c'est un proverbe comorien. Donc moi, quand je commence à devenir slammer, à commencer à faire des scènes, des contacts et tout ça, dans ma tête, je me suis dit, je deviens ambassadeur de mes îles. J'ai fait pas mal de pays d'Afrique francophone, d'Europe et d'Amérique. Et à chaque fois que je suis comorien, la première question, c'est où les Comores? C'est pas les Comores. On parle français là-bas. Ça se situe où? Comment? Donc moi, je me suis dit, et j'explique toujours, même j'ai un texte qui présente les Comores, situation géographique et tout ça. Donc j'ai dit, ok, donc parolier du Karthala, parce que je tourne partout avec la parole. Et comme le Karthala, c'est le point le plus culminant de nos îles, je laisse des marques où je passe pour que partout où je passe, tout le monde ait une image et sache où sont les Comores et c'est quoi les Comores et qu'ils connaissent l'existence des Comores. Yeah. Donc ça rejoint le proverbe dont je te disais auparavant, que je mets un marque blanc au plus haut sommet de la montagne pour que tout le monde passe et regarde ce marque blanc. Et le marque blanc, là, c'est les Comores. Donc partout où je passe, je m'engage à faire des beaux prestations, à faire vibrer les scènes, faire une sorte que, une fois que je vais partir, je vais quitter la scène, mais les gens vont retenir, ah, c'est le slammer comorien. Ah, c'est le Karthala qui était là. Ah, c'était ça. Donc c'est pour ça que mon blaze est le parolier du Karthala. Et votre identité n'est plus à démontrer. Est-ce que vous vous présentez le plus souvent comme descendant d'un peuple métissé? Est-ce que cette revendication a une certaine incidence sur votre écriture en général? Je me représente souvent, oui, parce que même dans mon écriture en général, là j'ai sorti un album, ça s'appelle Celebayon. Et Celebayon, c'est moi en Wolof, langue parlée au Sénégal, qui veut dire carrefour. Et qui dit carrefour dit rencontre, et qui dit rencontre dit métissage. Donc c'est aussi encore de rendre hommage, parce que les gens qui ont peuplé les Comores, c'est un carrefour. Parce que tous les bateaux, les grands bateaux qui doivent naviguer, passer par le Proche-Orient, le Moyen-Orient, tous les grands navigateurs doivent pas forcément passer par les Comores. Et quand tu passes par les Comores, et il y avait 4 îles qui étaient un peu perdues, c'est là-bas où ils se mettent en pause, et c'est devenu un carrefour d'échanges, de partage, d'échanges commerciaux, d'échanges il y avait un marchand d'esclaves, d'échanges d'hommes et d'idées, et après les gens sont venus, s'est installés, après il y a eu l'échange, le métissage et tout ça. Et quand j'ai fait mon album, je l'appelais Celebayon, c'était pour ça aussi, pour rendre hommage que je suis un descendant d'un peuple métissé. Donc oui, et ça se sent beaucoup dans mon écriture d'ailleurs, parce que j'ai toujours envie de mettre quelques mots, quelques langues partout où je passe. C'est comme si je suis parti au carrefour avec un panier et je mets un peu de tout et je rentre chez moi
après, j'essaie de préparer quelque chose avec tout ce que j'ai mis dans le panier. C'est ça ma direction artistique et c'est comme ça que je fonctionne. Donc l'album C'est les Bayonnes, ça a célébré 10 ans dans le mouvement. C'est sorti en 2024. Et 10 ans, j'ai fait beaucoup de voyages dans chaque morceau. Ou bien dans l'album, si tu écoutes l'album, tu ressens à peu près l'esprit de tous les pays que j'ai eu à tourner, à habiter, faire des spectacles et qui m'ont accueilli, que ce soit cadre de résidence, les partages et même les featuring que j'ai eu dans l'album. C'est des featuring spontanés. Par exemple, j'étais à Bamako dans un festival et bam, j'ai rencontré un musicien ivoirien, on a composé quelque chose, bam, c'est devenu le morceau de mon album. On était à Sénégal, j'avais reçu un artiste burkinabé et bam, on a fait un featuring pour l'album. Ainsi de suite. Donc, si vous voulez, on va prendre un peu de temps pour votre album, mais bien avant, quelle valeur comorienne vous accompagne quand vous slamez? Quelle valeur comorienne? C'est-à-dire s'il y a quelle valeur comorienne qui m'accompagne? Oui, quand vous slamez précisément. Déjà la langue. Dans chaque prestation, il y a la langue comorienne. J'essaie de mettre en valeur ma langue. Et aussi à mes modes vestimentaires. Je suis toujours habillé par des stylistes comoriens en général, africains en général et comoriens en particulier. Et voilà. Et c'est surtout la langue. Et aussi le fond de mes textes, il y a des textes que je représente, je parle des Comores, sa splendeur, sa beauté, sa manière d'accueillir les gens et tout ça. Donc ce sont les valeurs comoriennes qui m'accompagnent dans chaque prestation. On observe une petite pause, là on revient tout de suite après. D'accord. Enfant, on croyait à l'avenir. De l'optimisme, on s'était épris. On se consolait de l'amour des nôtres, même si dehors il pleuvait le mépris. Vous lutterez durant toute votre vie. L'oracle l'avait prédit. On va tous payer le prix de la vie, car la mort ne fait pas de crédit. Nous ne voulons pas être grands, non, juste être à la hauteur. Dans les histoires de nos vies, porter le rôle de l'auteur. La réussite, on l'a jamais vue, mais on en a senti l'odeur. Il suffit de voir les gratte-ciels qui toisent tous nos horreurs. On se bat pour une ascension sociale, mais la société nous descend. À croire qu'on n'est pas bien pour avoir un quotidien décent. Plus on se rapproche de nos rêves, plus le sommeil devient distant. Et on fait que l'argent coule dans nos veines. On a dû braquer des banques de sang. On a dû braquer des banques de sang. On a bossé tant d'années, on ne lâche rien avant d'avoir ce qu'on mérite. On a la démangeaison du bonheur, c'est l'échec qui nous hérite. Vous êtes sur Envol 91 FM, vous suivez Musique Info et notre invité aujourd'hui, le parolier du Karthala qui est avec nous en ligne. Et là, vous étiez au Canada. Face à vos émotions hétéroclites, c'est que nos efforts se cachaient. Oui, j'étais au Canada à 3 ou 4 reprises. Maître de nos destins, on forge nos propres mythes. Alors, vous disiez, concernant l'album C'est les Bayonnes, vous avez parlé, vous avez dit qu'il s'agit plus qu'un album. Mais c'est quoi exactement C'est les Bayonnes? C'est une consécration de carrière? C'était plus qu'un album, c'est un petit bout de moi que j'ai essayé de partager. Je pense que j'ai essayé de partager un vécu, de partager une expérience. Voilà, j'étais en train de poétiser mes plus belles rencontres durant mes 10 ans de carrière dans le slam. En résumé, c'était ça. Mm-hmm. Alors, quand je dis rencontre, rencontre expérience, rencontre avec les humains, rencontre avec les pays,
contre tout ce brassage que je vais avoir durant les 10 ans de carrière. Et après, c'est venu un moment où je rentrais dans le monde professionnel parce que j'ai une formation d'archi, designer d'intérieur de bâtiment. Donc, quand j'ai commencé à écrire l'album en 2020, c'était la veille de ma soutenance en tant que designer de bâtiment. Donc, c'était un moment décisif. Après les études, je te dis, qu'est-ce que je dois faire après de ma vie? Est-ce que je reste artiste? Je consacre la vie au slam? Est-ce que j'exerce dans le bâtiment? Est-ce que j'essaie d'allier les deux? Bon, c'était un peu ça. Il y avait beaucoup de doutes. Je savais même pas comment me situer. Et seulement j'ai commencé à écrire l'album. Et après, j'ai pris une décision et la réponse se trouve dans l'album. Est-ce que ces doutes sont maintenant dissipés? Oui, parce que j'ai appris à allier les deux. Et il y a un texte là qui s'appelle Lettre A, sans lettres que je m'écrivais à moi-même et surtout à mes parents. Et je disais entre l'art et les cours, entre la plume et le stylo, entre les lignes et les mots, entre le chantier et la scène, garde cette place pour toi. Pour qui? Pour moi, Raïm. Et quand tu dis Raïm, aujourd'hui, c'est un artiste, slammer, acteur culturel, mais c'est aussi un architecte, designer de bâtiments. Et dans Célébéyoun, vous évoquez des mots comme des ponts entre les âmes. Pouvez-vous nous expliquer une émotion particulière que vous avez voulu transmettre dans Célébéyoun? Oui, tout l'album, Célébéyoun, c'est que des émotions. Mais s'il y en a une, sur laquelle vous voulez vraiment attirer l'attention de notre public. Je pense que c'est le morceau éponyme. Le morceau Célébéyoun lui-même. C'est le morceau qui retrace tout le parcours et qui explique la philosophie de l'album. Bien ça. Et si un deuxième morceau, c'est le morceau Viens, c'est un morceau que je parlais, que j'invitais les gens à venir visiter les Comores. Et c'est un morceau où je parlais des Comores dans en tout cas dans la plupart de ces splendeurs touristiques et culturelles et cultuelles. Donc j'essaie d'expliquer c'est quoi à peu près les Comores dans le morceau Viens. Donc si je devrais choisir, c'est les deux. Pourquoi? Parce que le premier, Célébéyoun, c'est la philosophie de l'album. Tu écoutes le morceau Célébéyoun, tu comprends l'album et tu comprends ma démarche artistique. Et aussi Viens parce que les Comores représentent beaucoup plus pour moi. Je porte vraiment les Comores partout où j'y vais. Donc c'est un morceau où je parle des Comores. Yeah. Oui, toujours dans cet album, il y a le vivre ensemble, symphonie de voix. Ce sont des thèmes qui reviennent tout le temps. Et dites-nous comment le slam peut-il incarner cette vision d'un monde plus uni que vous évoquez dans cet album? Là, ça montre que vous avez vraiment suivi l'album parce que moi je me suis dit s'il devrait avoir un autre titre de l'album à part Célébéyoun, ça serait Ubuntu, une philosophie africaine qui dit que je suis parce que tu es. C'est la coexistence, de vivre ensemble. Et c'est ça la philosophie de l'album, c'est la philosophie Ubuntu. Comment je pense que le slam, je vais juste prendre un exemple. En 2020, j'étais au Massa d'Abidjan. Je suis parti faire des prestations et après il y a eu Corona qui s'est invité. On a fermé les frontières et j'étais bloqué à Abidjan pendant 6 mois. Abidjan, c'est une ville, c'est un pays, la Côte d'Ivoire que je ne connaissais pas avant. C'était ma première fois en Côte d'Ivoire. Et mes 6 mois à Abidjan, je me suis senti comme si j'étais au Comores. Et qui a rendu ça possible? Ce sont mes frères slammers. Des frères slammers que je ne connaissais pas avant le Massa. Des Ivoiriens qu'on est partis, ils sont venus voir quels sont les slammers programmés au Massa. Donc ils sont venus, on a partagé des moments ensemble, on a fait des scènes ensemble. Même mes spectacles, j'ai intégré des slammers ivoiriens qui n'étaient pas programmés, mais c'est ça la force du slam, c'est le vivre ensemble. Et quand j'ai été bloqué, ils m'ont pris en charge, la communauté slam d'Abidjan, de Côte d'Ivoire, mais la manière dont on a
j'ai passé mes 6 mois à Abidjan. C'était comme je ne manquais absolument de rien. Après, oui, il y a eu des hauts et des bas dans le séjour, ça c'est normal, mais c'est la force du slam. C'est la force du slam. Donc je me suis dit, si on arrive à faire ça, et ce sont beaucoup de petites choses alignées ou ensemblées, ça fait des grandes choses. Ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, je suis atterri à Dakar pour mes études, c'était en 2016. Et le lendemain de mon arrivée, je suis parti à une scène slam et j'ai rencontré des gens et ces gens-là sont devenus ma famille jusqu'à aujourd'hui. Et c'est toujours la force du slam. À chaque fois que j'avais des problèmes au Sénégal, c'est eux qui s'en occupaient de moi. Pourtant, il y avait des Comoriens, il y avait des cousins, il y avait d'autres nationalités qui étaient présents, mais j'étais beaucoup plus proche de la communauté slam que la communauté comorienne. Donc c'est aussi une manière de dire que nous, l'un de nos valeurs, en tout cas dans les communautés slam, on prône le vivre ensemble. On dit le slam, c'est un art qui se partage et qui se déguste et qui se développe en groupe. Et Feu Al-Farouk, qui est un ami, un frère, on a parcouru beaucoup de chemins ensemble. Il avait un truc qui dit c'est en brillant ensemble que chaque lumière aura de la valeur. Mais si chacun brille de son côté, on va pas voir l'impact. Mais c'est en brillant ensemble que chaque lumière aura de la valeur. Et je pense que c'est ça la philosophie du slam. On est tout le temps en communauté, en collectif, pour que après, si on arrive à briller en collectif, c'est là où les individualités prennent la valeur. Mais il n'y a pas de valeur individuelle dans l'islam. Alors, au regard de la langue, de la mémoire et de l'histoire, quel héritage voulez-vous laisser à la génération future? Quel héritage? Héritage, c'est un grand mot. Parce que déjà, vous avez 10 ans de carrière et maintenant vous êtes devenu un artiste international. Certainement, il y a des jeunes qui vous suivent et je pense que vous commencez à faire le travail de transmission de votre expérience aux plus jeunes. Oui, moi par exemple, là actuellement je suis basé aux Comores. Donc partout où je vais, mais je retourne aux sources. Je suis basé aux Comores. Et ici, on a pas mal décidé, on a lancé avec des amis, on a fondé une association qui s'appelle Camp Art Culture. On essaye je ne vais pas dire montrer le chemin, si je peux me permettre. On essaie d'organiser des événements culturels, des formations, des ateliers, et on fait venir des slammeurs des pays et des horizons différents pour venir partager avec ceux qui sont ici, essayer de montrer ou de tracer la voie. De tracer la voie, c'est une voie qu'on n'en a pas eu. Et je me suis dit, si j'avais eu cette voie-là depuis longtemps, j'allais pas être là, mais plus loin. Donc nous, c'est ce qu'on essaie de faire avec mes amis de Camp Art Culture. Donc on a un festival international de l'oralité. On a des sessions de formation dans les métiers des arts et la culture, que ce soit le journalisme culturel ou bien la gestion des projets culturels et tout ce qui va avec. On essaye d'apporter notre petite pierre à l'édifice et en espérant que ça marchera. Donc on a des ateliers slam dans les écoles ou bien dans les centres culturels, ainsi de suite. Mais il y a beaucoup de programmation que j'invite tout le monde à aller suivre la page, que ce soit sur Facebook ou bien Instagram, comme Art Culture. Il y a beaucoup de choses qu'on fait par rapport à l'art et la culture en commun. Et qui vous accompagne dans cette démarche? De nous-mêmes, nous sommes des bénévoles en association. Et après, on a des partenaires privés. Et la plupart du temps, c'est des jeunes comme nous qui voient, qui comprennent l'art, qui aiment des amateurs de l'art et qui voient des gens qui veulent professionnaliser quelque chose. Et la plupart aussi, c'est des gens qui ont fait des études à l'extérieur et qui sont revenus, qui sont lancés dans l'entrepreneuriat ou bien qui occupent aujourd'hui des postes dans le gouvernement ou bien dans l'administration publique. Mais c'est des choses que
ils voyaient là-bas, que ce soit au Canada, au Sénégal, Cameroun, France, Belgique et tout ça. Je dis qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui s'intéressent et qui veulent nous offrir, ou bien offrir à nos enfants ce qu'on n'a pas eu, mais on voyait l'extérieur et ils apportent le soutien. Donc c'est beaucoup plus du mécénat. C'est beaucoup plus du mécénat et du bénévolat dans notre association. Et comment vous décrivez le paysage artistique aux Comores aujourd'hui? Vous êtes slameur, je suppose qu'il y a des musiciens et autres. Le paysage artistique aux Comores, pour être franc, il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de talents, beaucoup de créativité et beaucoup d'inspiration. On est dans les îles, donc les gens disent c'est normal. Mais le hic, c'est que nous sommes des artistes, mais à l'état brut. Nous sommes dans la créativité, dans l'inspiration, des plus belles jolies œuvres et tout ça. Mais il n'y a pas un écosystème qui favorise le développement économique ou bien le développement de carrière de ces artistes-là. Donc la plupart du temps, c'est rare que tu trouves un artiste à temps plein. Mais ce sont des artistes passionnés. Je suis l'exemple. Et on fait de l'art, mais après on a toujours des métiers à côté. Pourquoi? Parce que l'art ne nourrit pas l'artiste. Il y a pas un écosystème qui valorise, qui accompagne économiquement et bien socialement au développement de la carrière de l'artiste. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a un Comorien ou qu'il y a un artiste qui arrive à trouver un cadre qui l'encadre, il fait toujours des merveilles. Je vais prendre l'exemple des rappeurs que vous connaissez sûrement, des franco-comoriens, les Sopranos, Alonso, Rof et tous qui sont en France. C'est des Comoriens. Et je sais que la plus grande partie de leur inspiration, de leur talent et tout ça, ça vient des jeunes comoriennes. Ça, c'est sûr. Mais comme il y a eu l'encadrement qu'il faut, l'accompagnement, les industries culturelles créatives et tout ce qui va avec, ça fait qu'ils ont réussi à aller au bout de leur carrière, au bout de leur créativité et m'ont offert des merveilles au monde. Et pareil, ceux qui sont au Comores, il y en a qui ont pu bénéficier. Moi, par exemple, j'ai bénéficié d'un encadrement quand j'étais au Sénégal, que ce soit des formations ou bien des managers qui m'ont coaché à comment essayer de développer ma carrière dans le domaine artistique. Et je dis pas que j'ai réussi, mais quand même, si j'arrive à faire des tournées internationales, c'est parce qu'on m'a coaché, on m'avait encadré quand j'étais dans mes débuts, quand j'étais au Sénégal. Et je me suis dit, si en pourcentage, on arrive à accompagner et encadrer les artistes qui sont là, qui sont sur place, je pense que les Comores seront l'un des plus grands nids d'artistes du monde. J'ai une idée, mais voulez-vous partager avec nos auditeurs et comment ça marche pour vous avec Célébéon? J'ai pas bien compris la question. L'album, comment ça marche pour vous? Ah d'accord. L'album ça fait son petit bout de chemin. Hein. L'album est sorti en 2024. Et dès que c'est sorti, j'ai fait une tournée au Canada, Belgique, France, Sénégal. Puis je suis rentré, j'ai fait un concert de présentation aux Comores. Et là, je suis en train de voir et de préparer une autre tournée. Probablement le Canada, encore une fois, probablement. Et d'autres pays qu'on est en train de discuter, comme la Côte d'Ivoire, le Mali, et pour refaire la seconde vague de la tournée. Et on a jusqu'en 2027 pour défendre l'album. Et après, on va sortir d'autres projets, Inch'Allah, si Dieu nous le permet. Mais oui, c'est comme ça que ça marche. Après, l'album est disponible dans toutes les plateformes de téléchargement légal, que ce soit Apple Music, Spotify, Deezer et tout ce qui va avec. Et aussi, il y a une version physique qui est disponible qu'aux Comores et à Abidjan. Et je pense que c'est ça. Nous allons devoir mettre un terme à notre émission, mais bien avant, et il serait difficile de vous recevoir sans
ça va vous permettre de dire quelque chose à nos auditeurs, de slammer quelque chose pour nos auditeurs. Live. Ah ouais. Qu'est-ce que vous allez nous proposer? C'est à toi de me dire le timing, c'est comment? Je vais en freestyle ou bien? Non, oui, voilà, quelque chose comme ça, là, de manière impromptue. D'accord, ok. Alors, je commence par ye kalamuti jusa, ye makalima tsangisa, na uvanganja sasa. Midembanzi, wedembanzi, sido avanzi. C'est dans le feu des mots que ma plume s'aiguise. Dans la mêlée, je le mélange, les manie à ma guise. Puisque les lettres ne seraient que des vulgaires signes s'ils n'étaient pas reliés. C'est en les liant à ma voix qu'ils ont fait naître en moi le parolier par les mots, car les mots parlent. Ma voix, mes écritures, des écrits purs qui stipulent tout et rien. Une plume à rupture avec les tabous sans scrupules, mes écrits, des écrits crus à la conquête de la vérité. Répondant à la requête de la nature, je m'autoproclame. Msoanishi wa makalima. Mkalimani des temps modernes, s'inspirant d'antan, s'exprimant, vous figeant dans le temps, temple d'émotion, je prête ma voix au temps. Que silence soit. Voilà. Confie son histoire. Voilà. Merci beaucoup, Raïm, le parolier du Kantala. Alors, est-ce que, avant de terminer, vous avez un message pour les jeunes slameurs qui vous écoutent en ce moment? Un message, je dirais de croire à le rêve et d'essayer, ça je dis partout là où j'ai mes ateliers, que si par exemple le slam c'est comme un marché, et si tu vas au marché et que tu trouves que du manioc, bien que des bananes, je pense que ça serait pas un marché très intéressant. Mais le marché intéressant, c'est quand tu vas et que tu trouves du manioc, des bananes, des poissons, de la viande. Tu trouves un peu de tout au marché. Ce qui veut dire, quand on slam, c'est mieux d'essayer de forger une identité. Une identité et qui porte tes valeurs et être vrai dans ce que tu racontes. Parce que si, par exemple, tu veux faire du slam comme telle personne X ou Y, il faut te mettre dans ta tête que là, tu t'es déjà positionné en numéro 2. Parce que le comme là que tu veux faire comme lui, il est déjà lu et déjà là. Et tu feras jamais mieux que lui dans son style, vu que c'est lui-même son style. Donc, c'est essayer de forger l'identité. C'est très important, en tant qu'artiste, d'avoir une identité et travailler l'identité pour que les auditeurs ou bien les gens qui te suivent acceptent cette identité-là. C'est de tracer son chemin, forger son identité et faire preuve, montrer à tout le monde que c'est mon identité, c'est moi, j'assume et que les gens, faire en sorte que les gens acceptent ton identité et aiment ce que tu fais. Après, on sait qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde. Comme on dit, même les prophètes n'ont pas mis tout le monde d'accord. Mais au moins, tu auras une identité que tu assumes et que tu défendras. Et tu ne feras pas comme quelqu'un, mais tu feras comme toi et ça sera toi. En vous souhaitant bon succès pour la suite de votre carrière, je vous remercie beaucoup, Raïm, d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Merci à vous pour l'intérêt, merci pour l'invitation. Je pense qu'il y a plusieurs pays dans le monde et le fait d'y penser à un archipel, un petit archipel de 4 îles situées quelque part lointain là-bas au bout du monde opposé, c'est vraiment un plaisir. Et c'est une manière aussi de nous encourager, montrer que tout ce que nous faisons, ça fait écho. Et ça arrive jusqu'au Manitoba. Vraiment, c'est vraiment un exploit. Et merci beaucoup. Et je souhaite aussi un très beau succès à tous les slameurs et tous les gens qu'on est dans la même communauté, même ligne, même direction artistique qui est le slam. Et aussi mes salutations aux frères slameurs de Manitoba que j'ai eu à partager avec quelques-uns. Merci. Pendant mon séjour au Canada. Donc je les salue. Et à tout le monde, Ubuntu, Marahaba Menji.
Merci beaucoup, Raïm. Merci aux auditeurs qui ont suivi l'émission.